pense qu'avant de poser la question de comment construire, il va peut-être falloir qu'on dissèque un peu les mots qui nous préoccupent, je vais dire. Qui nous préoccupent. Alors moi, je me mets en dehors de la proportion de jeunes, parce que ça y est, je suis passée à l'autre. Je disais à Eliman quand il m'a invité, je serais peut-être la vieille de la bande. Mais alors, je disais ça parce que effectivement là, avec le rapport préliminaire de l'ANSD, on est à 75% de jeunes de moins de 35 ans. Alors, ce chiffre déjà, pour moi, ça devait, vu l'état des choses, vu l'état actuel, on devrait peut-être s'inquiéter davantage. Pourquoi je dis cela? C'est qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit, par exemple, l'émigration clandestine, le nombre de jeunes au départ à l'immigration, le nombre de jeunes désemparés, désespérés, je pense que ça mérite à un moment donné qu'on s'y penche et qu'on se pose pour comprendre, parce que je pense que les jeunes ne sont pas assez écoutés. On n'a pas assez pris la mesure de l'enjeu. Je le dirais comme ça. La mesure de l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien ce qui se passe dans les quartiers, je travaille très souvent avec des communes dans certains quartiers de la banlieue notamment, dans ces endroits où les jeunes n'ont aucun lieu pour se retrouver, pour pouvoir rêver ensemble. J'ai l'impression que nos jeunes ne rêvent plus. Les jeunes ne rêvent plus parce qu'ils n'ont plus l'occasion de rêver. Ils n'ont pas les espaces, peut-être pas l'occasion, je dirais, de rêver, parce que pour rêver, il faut avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, un toit, et après on peut se poser pour vraiment rêver d'une vie, pour construire peut-être quelque chose. Donc ce manque, cette absence-là de rêve, je pense, pousse les jeunes à du coup rentrer dans des voies qui sont peut-être les voies les plus dangereuses. Alors, c'est l'immigration, on en parle beaucoup, mais avec des communes, par exemple, on s'inquiétait de la drogue dans certains endroits. On s'inquiétait beaucoup de l'oisiveté de certains jeunes, surtout là avec les universités fermées, des jeunes qui n'ont pas dans leur espace, par exemple dans le territoire municipal, un centre pour les accueillir, pour leurs loisirs, pour faire du sport. Les jeunes qui ont envie de s'exprimer ne peuvent pas s'exprimer. Les corps ne peuvent pas s'exprimer. Parce que quand il manque des politiques publiques qui permettraient à des jeunes, à des enfants de s'épanouir, de pouvoir profiter peut-être de la vie autrement, je pense qu'en fait, là, il y a vraiment une rupture dans les politiques publiques, et ça pose déjà un problème. Donc, si je peux vraiment dresser un premier constat, c'est à ce niveau-là. Donc, cette absence de rêve pousse vraiment ces jeunes-là à aller vers quelque chose qui... Moi, je ne condamne pas ces jeunes qui ont envie de partir. J'en discute beaucoup avec certains. Il y a un mois, j'ai fait un focus group dans un quartier à Diaroy-sur-Mer. Une semaine après, je suis revenue. 5 des jeunes avec qui j'ai discuté étaient déjà partis. Et il y en avait un qui m'avait dit, moi je pars. Dès que je vois une pirogue, je pars. Et dans les 5, il y en a 3 qui n'ont même pas payé. Donc ça veut dire que c'est tellement facile de partir, s'il n'y a même plus ce filtre-là avec l'argent, je peux partir le lendemain. On nous a raconté une histoire aussi de jeunes qui, il y avait une pirogue devant eux, ils buvaient leur thé, ils sont partis. Ils n'ont même pas dit au revoir à leurs parents, ils sont partis comme ça. De l'endroit où ils prenaient le thé, ils sont partis parce qu'ils ont vu l'occasion. Ils ont vu l'occasion de partir, ils sont partis.
Donc ça veut dire que leur quotidien est tellement désastreux, c'est comme ça que je peux le voir, pour qu'ils décident comme ça de partir sans même dire au revoir. Alors, donc ça c'est un constat. Comment faire aujourd'hui pour peut-être amener les jeunes, nos jeunes, à rêver? Je pense qu'à un moment donné, il serait nécessaire peut-être de travailler sur un narratif, un nouveau, comment renouveler le narratif pour que les jeunes déjà mettre en place des vraies politiques publiques. Je pense que ça c'est un préalable, des vraies politiques publiques pour corriger ce qu'on a aujourd'hui. Des vraies politiques publiques pour accompagner les jeunes à l'emploi, les former, les informer. Pour moi, les deux piliers, c'est l'information et la formation. Si on ne forme pas, on n'informe pas les jeunes n'auront pas les outils pour aller transformer ce pays. On en a besoin. Et donc ça, c'est vraiment le préalable. L'autre préalable, c'est une fois qu'on a peut-être réglé ou offert cette opportunité aux jeunes de se former, de s'informer, d'avoir accès à des politiques publiques au niveau local, parce que c'est au niveau local que ça se passe. C'est pas là. C'est pas l'État qui va régler ces sujets-là. Il y a des sujets, c'est au niveau local d'abord qu'il va falloir les régler, et après l'État peut venir avec des politiques macro pour vraiment encadrer et accompagner. Mais c'est au niveau local que ça se passe d'abord. Après, deuxième étape, ce serait peut-être de travailler sur ce narratif qu'il faut qu'on construise tous ensemble. On en est tous responsables de ce récit. On en parlait ce matin. Et le récit, parce que les jeunes sont perdus. Quand on va écouter le discours, c'est, quelque part, il n'y a plus de repères, parce que les repères sont américains, les repères sont français, donc il n'y a plus ces repères-là, parce qu'on a effacé tout ce qui est de notre patrimoine, quelque part. On efface tout, et c'est fait, pour moi, aussi à des desseins de rendre peut-être la population de plus en plus ignare de ce. Je me dis, à qui profite le crime? J'en parlais tout à l'heure. À qui profite le crime finalement? Est-ce que ça n'arrange pas certains de laisser, de maintenir les jeunes dans cet état-là? Donc, il y a ce travail-là à mener, de les accompagner, de les permettre de rêver à un moment donné d'un renouveau dans cette société et d'avoir un projet de société qu'on va construire tous ensemble. Et le construire, c'est aussi dans ce qu'on appelle la démocratie participative, mettre les jeunes au centre du débat public, que les jeunes puissent choisir d'eux-mêmes leur destinée, qu'ils puissent choisir d'eux-mêmes les politiques publiques les concernant. Et j'espère que 75% du coup des politiques publiques vont s'adresser aux jeunes, quelque part. Il faut qu'on ait cette proportion. On a vraiment 75% des solutions doivent venir pour les jeunes. On doit pouvoir accompagner les jeunes pour travailler cette nouvelle société que nous voulons, parce que nous tous on souhaite avoir ce changement-là. Il n'y a personne qui souhaite être maintenu dans cette situation-là où on n'a plus de rêve, on n'a plus d'espoir, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se nourrir correctement et que la vie est chère. Il n'y a personne qui a envie de vivre là-dedans. Donc je pense qu'il y a vraiment ce travail-là à mener, et pour le mener, il faut de la participation citoyenne, que les jeunes, mais je pense que si on les outille, on les accompagne, on les informe et on les forme, on va réussir à en faire quelque chose pour qu'on puisse vraiment participer à transformer le pays. Merci beaucoup, Maïmouna, pour l'intervention. Merci, Ibrahima, pour m'avoir donné la parole. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de jeunesse du Sénégal, de l'Afrique un peu, et on parle de quête, de perspective, de rêve. Mais en réalité, il y a des préalables qu'on n'a pas bien gérés. Et je pense qu'aujourd'hui, avant même d'arriver à ce niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau de l'information, il faut informer, former, accompagner et puis responsabiliser. Je pense que c'est essentiel, ces étapes, de les respecter. Mais d'abord, le rapport que nous avons avec la jeunesse, et ce rapport définit aujourd'hui le comportement de la jeunesse en tant que telle aujourd'hui. Aujourd'hui, comment nous voyons-nous la jeunesse? Comment est-ce que nous voyons la jeunesse? Est-ce que nous voyons la jeunesse comme sujet, comme quelqu'un qu'on accompagne, comme objet? Parce qu'en réalité, pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont plus d'espoir ici?
Pourquoi les jeunes, au-delà de l'environnement où nous sommes, qui est un environnement très corruptible, qui est un environnement très pourri, entre guillemets, et qui aujourd'hui ne donne pas trop de référence à cette jeunesse en tant que telle. Il y a aussi un rapport que nous avons trop entretenu, et les politiques publiques que nous avons mis en place tout le temps ont interpellé le jeune comme un objet. Depuis toujours, les politiques qu'on a mis dans ce pays ont toujours interpellé le jeune comme un objet. On doit faire pour toi. Et quand on passe près de 60 ans à mettre des politiques publiques qui disent aux jeunes, on va faire pour toi, on va vous offrir des emplois, on va vous accompagner, on va. Et on arrive à un monde qui a complètement changé, shifté. On est dans le 21e siècle, un monde marqué, caractérisé par des crises. On a vu la Covid-19, on parle aujourd'hui de monde VICA qui est volatile, qui est incertain, complexe, ambigu, qui n'est plus le monde d'avant. Autrefois, nous, le parcours que nous sommes en train de faire là, la moitié, nos parents faisaient la moitié pour arriver à un niveau exceptionnel. Nous, on est obligés de se battre aujourd'hui 2 fois plus pour arriver à un niveau bien déterminé. Parce que c'est normal. Quand un Sénégal de 4 millions d'habitants, de 6 millions d'habitants, n'est pas un Sénégal de 18 millions d'habitants. Il faut qu'on change. Tout à l'heure, je viens d'un séminaire que j'animais pour la Jeune Chambre sur le leadership des jeunes dans l'économie numérique. On est dans ce monde-là. Un monde où on parle d'intelligence immersive, où on n'a plus besoin de gens qui suivent comme ça. On a besoin de gens qui ont des compétences très claires. Donc dans ce monde-là, il faut qu'on change le rapport que nous avons avec la jeunesse et qu'on se dise un langage de vérité. Et c'est dans un premier temps ce qu'il faut asseoir. Il faut changer ce rapport, dire aux jeunes la vérité. Le monde n'est pas facile. Ce n'est pas des bonbons qu'on donne aux gens comme ça pour leur dire vous réussissez. Toutes les personnes que nous suivons et qui ont réussi, qui sont dans cette salle ici, que ce soit Eliman, tous les mentors qui sont là, ce sont des gens qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés. Pour arriver là où ils ont voulu être. Mais ils ont mené un combat avec eux-mêmes et avec la société pour se frayer une place. Pourquoi aujourd'hui on veut que ça soit simple, on est jeune, on doit avoir accès à l'emploi, on doit avoir tel. Donc il faut poser ce réel débat. Et ça, les vieux ne peuvent pas le poser. C'est nous jeunes qui devons poser ce débat entre nous. Non, c'est vrai. Quand je parle de jeunes, Thierno, tu es en train de rire. Nous, on n'est pas dans cette rupture de génération-là, d'alternance, je ne sais quoi. Nous sommes dans la solidarité générationnelle. Il n'y a pas une initiative que moi je porte où il n'y a pas 2 ou 3 vieux ou vétérans ou anciens ou mentors qui sont là à côté. Parce que je sais que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Parce que le savoir empirique est extrêmement important dans tout ce que nous faisons. Et ce savoir empirique-là, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert. Ce n'est pas dans les écoles, ce n'est pas dans les process, non. Donc aujourd'hui, il faut changer le rapport de langage qu'on tient à ces jeunes. Il faut que les jeunes africains, qu'on leur dise la vérité. Et ceux qui sont en train de partir, ils partent. Vous avez vu le vent qui est en train de partir. Ils vont retourner, ils vont revenir. Moi, j'ai vu des gens qui partent là. C'est nous qui les aidons actuellement parce qu'ils ne peuvent pas suivre à leurs besoins. Et les autres pays ont leurs problèmes. Maintenant, nous avons une responsabilité. L'État a une responsabilité. L'État, dans un pays, il faut donner le rêve. Le rêve, c'est des opportunités que tu crées. C'est un cadre que tu crées. Tu prends en charge des choses fondamentales. Tu es malade, tu dois être à même de te soigner. Tu es jeune, où que tu puisses être, tu dois avoir des perspectives de manger à ta faim. Ça, c'est des choses. Tu dois pouvoir avoir la possibilité d'avoir accès à une bonne éducation. Avoir accès à l'électricité, avoir accès aujourd'hui au numérique, parce qu'aujourd'hui c'est un droit humain pour exister dans ce 20e siècle. Donc si nous gérons tout ça, nous allons pouvoir maintenant parler de jeunes acteurs de Sénégal de demain. Parce que le Sénégal de demain risque de se faire sans les jeunes, finalement. Parce que c'est d'autres qui sont en train de venir ici, petit à petit, prendre des positions économiques assez fortes, des positions d'influence politique assez fortes, des positions d'influence systémique assez fortes, et qui aujourd'hui vont nous coloniser d'une autre manière. C'est ce qui se passe dans l'agriculture, c'est ce qui se passe dans tous les domaines de l'économie en tant que tel. Où sont nos géants? On ne les voit pas. Donc ce rapport, il faut qu'on le change. Et l'État a un droit de faire rêver le Sénégalais en mettant la dignité. Qu'est-ce que le Sénégalais? L'homme sénégalais, il faut qu'on le définisse à travers le récit dont tu parlais tout à l'heure, Maïmouna. Quel récit on crée pour montrer ce que nous avons? Parce qu'au finish, on a trop laissé la partie négative de l'iceberg voiler le tout. Au-delà de tout, il y a quand même du bon ici. Moi, quand je vois dans un public un jeune comme Souleymane, Thierno Souleymane, mais écoute, c'est quelque chose. Donc il faut aujourd'hui qu'on montre, qu'on mette en lumière, parce qu'on ne peut pas être dans des panels tout le temps à dire les problèmes. Il faut qu'on fasse des panels uniquement où nous parlons de ce qui marche.
Parce que pourquoi le vent de l'immigration a commencé à pousser? Parce que depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, nous avons empoisonné ce pays d'un climat négatif. Au-delà de tout, il y a des efforts qui se font dans ce pays. On en parle peu. Il faut qu'on puisse insister sur les efforts qui se font dans ce pays. D'abord, montrer ce qui marche dans ce pays pour que les gens puissent s'en inspirer. Mais si moi je dois rêver, je dois voir comment un Américain a réussi tel, alors qu'il y a une histoire d'un petit vendeur de guerre qui est devenu quelque chose et qu'on ne me montre pas ça. Et que je vais penser que la solution est après, au-delà des océans. Donc voici un peu dans un premier temps, pour ne pas encore revenir sur les autres parties, qui sont la formation, l'accompagnement et la responsabilisation, des fondamentaux sur lesquels nous devons nous asseoir, informer, nous dire les préalables d'abord et ensuite donner la bonne information à cette jeunesse, les accompagner pour qu'effectivement qu'ils prennent la responsabilité de leur propre développement, de leur destin. Aujourd'hui, nos parents sont vieux. Ce pays-là, les vieux ont trop donné. Ils ont trop donné, c'est clair. C'est depuis 25 ans, parce que notre indépendance ici, ce qu'ils ont fait, c'est des jeunes. C'est des jeunes comme nous. Mais ils ont continué. Après, il y a eu 2 générations qui sont passées. Ils sont toujours là en train de porter les mêmes combats. Il faut qu'on puisse donner le relais. Mais pour ce faire, il faut qu'on se dise la vérité. Merci Khalil pour ne pas être plus loin, pour pouvoir revenir. Merci Massamba. Je pense que vous avez posé en fait le doigt là où bon, certains vont dire que ça fait mal. Peut-être ça fait mal pour les chercheurs en tant que tels, parce que je considère que dans ton diagnostic, tu as posé le débat sur la faiblesse de la théorisation de cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui est beaucoup plus considérée comme un objet et pas un sujet. Je pense que ce sont des préalables qu'il faut régler assez rapidement. Donc pour aller vers ma gauche, bon, j'espère que certains ne vont pas considérer que je suis un gars de la droite. Hein. Donc je demande une personne qui incarne l'idéologie de la gauche. Mais pour faire plaisir à ma soeur Fatmata, et pour respecter aussi la règle de l'équité, j'ai commencé avec Maïmouna. Voilà. Donc je m'en vais donner la parole à Moussa. Je pense que Moussa, qui est docteur en sciences des communications et de l'information, si je me trompe, je pense qu'à son niveau, il va nous faire un diagnostic de cette situation-là et proposer des solutions de sortie de crise. Moussa, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Alors, de ce que j'ai entendu des 2 premières contributions, on voit que ce qui revient le plus, c'est la question du langage. Quand je dis langage, je pense langage de manière globale, c'est-à-dire la question du récit, du narratif. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'au Sénégal, il n'y a pas de narratif, que les jeunes n'ont pas de narratif. Pour moi, c'est faux. Peut-être qu'on a des narratifs qui s'affrontent, des narratifs qui sont peut-être déconnectés par rapport à ce qu'on penserait être nos histoires ou notre histoire sénégalaise. Un jeune qui est capable de mettre de côté 5 millions de francs CFA, qui emprunte la route pour aller au Nicaragua, il a un narratif. Il sait ce qu'il veut, il sait comment y aller. Donc, peut-être que son rêve à lui, son narratif à lui est déconnecté de ce que nous voulons lui proposer, nous, ici au Sénégal. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Comment faire pour que les narratifs qui s'affrontent en réalité sur le terrain puissent converger vers un idéal de vie qui conforte la question de la dignité humaine, qui conforte la question de l'émancipation individuelle, parce que moi, peut-être que j'ai la chance ou la malchance d'être dans une salle de classe chaque jour. Je n'ai pas en face de moi des jeunes qui ne rêvent pas. J'ai des rêves qui s'affrontent. J'ai des idées de ce que c'est que la réussite. J'ai des idées de ce que c'est qu'aujourd'hui, je suis émancipé, j'ai les moyens, etc., etc. Le problème, c'est que cette réussite, elle est plutôt matérielle. Donc ça pose encore la question de la superstructure, infrastructure. Qu'est-ce qu'on met dans notre éducation dès le bas âge? Qu'est-ce qu'on nous montre comme exemple de quelqu'un qui a réussi ici au Sénégal? Moi, quand on ne parle pas je pense, Souleymane Agne de Freizen au Sénégal, ça me pose problème. Vous voyez? Quand on est ici dans la maison de la presse et que je ne vois pas de médias qui couvrent cet événement-là, qu'on parle de jeunes, ça me pose problème. Vous voyez? Les solutions sont juste là, en fait. Les solutions dépendent surtout de posture individuelle, de responsabilité individuelle. Moi, quand je suis dans ma salle de classe,
que je sais que j'ai eu la chance d'avoir étudié ailleurs. Je ne viens pas dire aux étudiants que c'est parce que j'ai étudié ailleurs que je suis devant eux. C'est parce que j'ai juste eu des compétences, du savoir-faire, un savoir quelque part, mais qui est sanctionné par un diplôme. Et je viens partager ça avec vous. Je viens vous apporter ce que j'ai en moi-même pour que vous puissiez continuer le chemin. Vous voyez, c'est un autre rapport. C'est un autre rapport. C'est tellement vrai que, dans la société sénégalaise, quand on regarde dans le détail, ceux qu'on met au-dessus des autres, c'est qui? Ce n'est pas celui qui a plus de savoir. Ce n'est pas celui qui a le plus de mérite dans l'effort d'honnêteté et d'intégrité. C'est celui qui a le plus de mérite dans le bas trait. C'est celui qui a le plus de mérite dans le voyeurisme. C'est celui qui a le plus de mérite dans diriger le matérialisme comme valeur absolue. Ça, c'est une des tares du capitalisme et du système néolibéral. Qu'est-ce que nous sommes, nous, politiquement, idéologiquement, culturellement? Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est une question, encore une fois, de langage. Moi, en tant que spécialiste de l'information et de la communication, je traite cette question sous l'angle du langage. Le langage d'abord, puis moi, ma responsabilité individuelle. Avant même de parler de l'État, qu'est-ce que l'État fait? Moi, dans mon quartier, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je ne serai pas long parce que je pense que la discussion va être beaucoup plus voilà. Mais la première des solutions pour moi, c'est dans les maisons, dans le quartier, ce que je dis, ma posture individuelle, ce en quoi je crois comme étant un symbole de réussite. Et le narratif, il y a des narratifs qui s'affrontent sur le terrain. Ceux qui partent au Nicaragua ont des narratifs, ils ont d'autres modèles qui sont extravertis. Merci. J'ai peut-être une question pour Moussa. Je pense que la question c'est est-ce qu'il est possible de laisser tous ces narratifs s'affronter sans en fait l'adosser à un narratif qui est national? Les États qui réussissent dans ce monde et qui dominent ce monde ont des narratifs nationaux, ont un récit national. Une fois, je me rappelle quand une équipe de la 2STV m'interrogeait sur le conflit russo-ukrainien. Bon, la plupart des analyses, c'était oui, le charbon, la houille, la Russie, l'Ukraine, c'est un territoire national, enfin, naturel de la Russie, etc. C'est l'histoire, tout ça. Je leur ai dit, bon, c'est vrai tout ce qu'on dit, mais pour moi, il y a un conflit de récit, une géopolitique du récit qui est en train de se dessiner. Le récit, vous vous rendez compte que quand même, nos croyances, ce que nous pensons être nous, c'est la parole qui l'alimente. Votre grand-père qui vous dit, vous êtes issu de telle lignée, c'est écrit où? Il vous le raconte. Le Coran, le Dieu qu'on vous décrit, on vous le raconte. La croyance, vos prières, c'est de la parole. Donc, si on doit laisser prospérer et proliférer ces récits-là qui ne convergent pas, ben on est dans cette déconnexion. Dans cette déconnexion, vous voyez deux jeunes qui appartiennent à un même pays, deux jeunes qui pensent pouvoir développer ce pays, mais avec des stratégies divergentes. Un qui va pouvoir prôner le dialogue, le consensus, l'autre qui va dire non, on détruit tout. Pourtant, ils appartiennent au même pays. Et si on détruit quoi que ce soit ici, je suis affecté, tu es affecté, nous sommes tous affectés. Et qu'est-ce qui pose ce problème? C'est cette déconnexion du récit, cette absence de récit national. On ne sait pas comment alimenter ce récit national qui serait sénégalais, jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que le Sénégal? C'est le Sénégal Ndiaye, Dakarou Ndiaye, Dakarou Dial Diop. Comment poser ça? Merci Moussa. Donc, Aliou. Bon, moi, ce que je pense, c'est que la question de la jeunesse, il faut la replacer au cœur de la société. Je pense que la question de la jeunesse, il faut la replacer au cœur de la question d'une manière générale de la société. Parce que si on voit de plus près, dans nos imaginaires, dans notre récit, dans le narratif dont il parle, est-ce que ce n'est pas même la société sénégalaise ou la société africaine d'une manière générale qui conçoit la réussite d'une manière réductionniste ou élitiste? Je donne deux exemples. Si l'école et la famille.
Par exemple, l'école, qu'est-ce qu'elle nous propose réellement? Est-ce qu'elle n'a pas une conception réductionniste de la réussite? Si aujourd'hui, moi, j'ai une fille, elle va à un examen. Sur 100 candidats, ils sont seulement 5 qui ont réussi. Quelle sera ma satisfaction si c'est seulement 5 qui ont réussi sur 100 ou c'est seulement les 95% ou les 95 personnes qui ont réussi et c'est seulement 5 personnes qui ont échoué? Est-ce que même ma famille n'est pas plus contente quand sur 100 personnes, je suis parmi les 5 qui ont réussi? Donc c'est une question aussi qui s'offre à nous pour dire est-ce que nous n'avons pas une conception réductionniste de la réussite? Est-ce que la réussite, nous la concevons en grand nombre? L'autre élément là, c'est la question même de l'emploi dont nous parlons. Moi, je ne crois pas à l'emploi, je crois au travail. Moi, je ne crois pas à la rémunération salariale parce que ce qui différencie l'emploi et le salaire, l'emploi et le travail, l'emploi, ce n'est rien d'autre que la rémunération salariale. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des modes de production, de redistribution qui ne va pas dans la logique du salariat de l'emploi, mais du travail? Parce que le travail, c'est différent de l'emploi. Parce que je pense que Karl Marx l'a bien expliqué, l'emploi déjà c'est un asservissement. Parce que l'emploi, qu'est-ce que tu vends? Tu vends ton temps de travail. Et maintenant, même quand on voit, même dans le langage populaire, quand quelqu'un il est employé, je dis, bon, moi je suis employé, donc je vais entreprendre à côté. Il ne donne même pas assez d'importance même à son poste. Parce qu'il ne voit même pas le poste qu'il faut développer ce poste-là. Alors que le travail, moi je le mets dans une logique de humanisation. Le travail, ça te permet de développer, pas seulement sur le plan matériel, financier, mais ça permet d'apprendre. Peut-être que je parle à partir de mon orientation personnelle, parce que moi je n'ai jamais conçu que j'allais travailler, j'allais être employé. Mais toute ma vie, je dis que je vais travailler. Et que je n'ai pas aussi, dès le départ, été dans une logique aussi, même à l'école de compétition, mais de complémentarité. Si nous voyons aujourd'hui l'école, c'est l'école même et la famille qui nous poussent à avoir des comportements égoïstes. Parce que c'est la réussite à tout prix. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous, les devoirs sur table. Moi, j'ai vu des gens extrêmement intelligents, mais qui ne savent pas travailler en équipe. C'est-à-dire sont les handicapés collectifs. Donc le récit, le narratif, l'imaginaire, je pense qu'il faut revenir sur ce que Cheikh Anta disait, il faut aller sur la conscience collective. Et cette conscience collective-là, ce n'est pas seulement une manière de penser, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire. Et sortir de la logique de la compétition et aller dans des logiques de la complémentarité, c'est de replacer la question au cœur même, pas sur le plan purement matériel, mais comment faire société ensemble. Est-ce que les organisations que nous avons aujourd'hui, en commençant par la famille, en commençant par l'école, sont des institutions? Est-ce que ces institutions-là peuvent porter un développement? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que l'école sénégalaise, la famille sénégalaise, c'est des institutions. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que même les gens des exercices nationaux, ils commencent d'abord à repositionner la question au cœur de l'école, au cœur de la famille. Parce que les institutions, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale ou autre chose, ça c'est des représentativités, mais le vrai existant, c'est la société en tant que telle, comment on s'organise dans nos associations, dans nos quartiers, autre chose. Et la dimension collective n'est pas dedans. L'égoïsme prime surtout, pas l'égoïsme même, mais c'est des déterminismes, on a des réflexes qui nous poussent à penser que, même quand on pense au pouvoir, on pense que le pouvoir c'est une logique de possession, je possède le pouvoir, j'ai le pouvoir. Alors le pouvoir ce n'est pas une possession, c'est un déploiement. Et moi, je n'aime pas trop le mot pouvoir, c'est pourquoi je préfère le mot puissance, de la puissance publique. Quelle est la capacité de faire? Et est-ce que ce que nous faisons, qu'est-ce que ça fait? On fait des choses, mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons, c'est ce que ça fait? Parce qu'aujourd'hui, bon, avec le numérique, tout ça, nous tous nous laissons des traces. Nous sommes dans un monde de traçabilité. On fait beaucoup de choses, mais on n'est même pas conscient de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc on est embarqué dans une logique, et dans cette logique, ce qu'on voit, c'est une absence réelle de la pensée. Une absence réelle de la pensée. Et aujourd'hui, le constat est là. Si tu vois les universités, les écoles de formation, osons le dire, le niveau est trop bas.
Nous tous, on est victimes de ça. Hein? On est tous victimes de ça. Si bac, 12 ans après le bac, même si on n'arrive pas à avoir une pensée structurée, ce n'est pas parce qu'on est bête. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est bête. Mais ça veut dire que c'est la formation qui fait défaut et la responsabilité, elle est partagée, pas seulement au niveau des élèves et des étudiants, mais surtout des formateurs. Même les formateurs, on voit des manquements. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on voit la production. Les gens produisent, mais nous tous, nous savons que la production, soit médiatique ou autre chose, la production, elle ne laisse pas désirer. Ça. Il y a des manquements au niveau de la formation. Quand on va dans les écoles de formation, il y a des choses qui manquent. L'université, pareil, tu vois, c'est presque fermé, mais ça ne fait aucun cas parce que ça n'intéresse plus les gens. Ça veut dire, quelle est cette démission, ce manque d'engagement des gens? Je pense qu'il faut repositionner les questions en amont. Et je pense que nous avons eu vraiment des penseurs, des gens qui nous ont vraiment montré la voie, des gens comme Cheikh Anta, comme Senghor, qui nous ont vraiment montré que le savoir est le vrai pouvoir. Et que le savoir, penser au nom du pouvoir, c'est ça la puissance. C'est la puissance d'agir, c'est ça la volonté de puissance. Maintenant, le pouvoir, c'est quoi? Il faut avoir un bon portable, tout ça, ça peut être un pouvoir, ça peut être un instrument. Mais est-ce que tu peux manier cet instrument-là? Donc, c'est des questions de fond qui nous obligent à repenser en amont sur la conception même des choses. Parce que si on ne conçoit pas bien, si on ne pense pas par concept, on ne peut pas faire des applications. Donc, moi, ce n'est pas la question réellement de la jeunesse qui m'intéresse, mais c'est une question sociale qui est là. On est dans une crise sociale, une crise de détresse. Les gens sont tristes, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Il y a un horizon qui est bouché. Et cette crise politique-là dont on parle, c'est une crise sociale qui est là. Donc la question de l'emploi, personne ne peut régler cette question-là. Tant qu'on ne va pas réfléchir, la réussir au niveau du travail et qu'est-ce qu'un être humain en tant que tel. Merci. Merci Aliou. Je pense que nous avons eu droit à une belle leçon de philosophie. Je pense qu'Aliou a mobilisé en fait un certain nombre de concepts sur lesquels je pense qu'il y a lieu en fait d'échanger surtout. Je pense que c'est important de considérer selon en fait son approche que la jeunesse, c'est un concept horizon dans le sens où il considère que c'est un concept au sein d'une société, donc il faut penser global, c'est-à-dire penser cette société-là en y inscrivant en fait l'élément jeune. Je pense que c'est important et on y voit un peu la dimension gauchiste chez Aliou où en fait il fait une critique de l'idéologie néolibérale en tant que telle, où il pense que, je pense que, qui est le fondement un peu de toutes ces crises en fait auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que nous avons eu droit à 4 présentations très intéressantes. Et on est parti de la présentation de Maïmouna qui, à mon avis, pose le débat sur d'abord en fait sur ce déficit onirique, mais qui passe par le fait qu'en fait ces jeunes-là en fait n'ont pas atteint un certain niveau de développement dans le sens d'une lecture de la pyramide d'Abraham Maslow où elle considère que ces jeunes-là ne sont pas arrivés à un besoin d'estime de soi pour se projeter, pour rêver un peu et construire un idéal qui est possible pour eux. Et c'est dans cette lignée qu'elle souligne que ce qui est fondamental, c'est de définir un narratif. Et je pense que le débat à ce niveau s'est posé au sein des différents panélistes, en fait, de voir un peu comment redéfinir ce narratif-là. Et à la base, des orientations ont été données les uns aux autres. Et je pense aussi que la question qui a été soulevée par Moussa est intéressante sur cette sorte de conflit ou cette confrontation qui existerait entre ces différents narratifs-là, qu'il faudrait à un certain niveau solutionner comment, et cela rejoint un peu les propos des premiers intervenants, c'est-à-dire le fait de construire un narratif national.
À partir de ce moment, je pense qu'on verra un peu comment ces narratifs dialoguent entre eux, parce qu'on est, à mon avis, en face d'êtres qui sont en fait éclatés, dans le sens où il n'y a rien en fait qui est fait à leur niveau pour les renforcer sur le plan théorique, sur le plan de l'estime de soi, sur le plan de la connaissance de soi-même pour pouvoir se projeter vers un futur. Je pense que les éléments qui ont été développés sont assez nombreux et nous les remercions pour ce diagnostic sans complaisance des problèmes mais aussi des pistes de solutions qui ont été proposées. Donc sans plus tarder, je pense qu'il y a des discutants qui vont venir pour, à leur niveau aussi, faire une sorte de résumé des présentations qui ont été faites et rapidement on va ouvrir une liste pour permettre à l'audience de donner son avis aussi sur la problématique. Voilà, merci. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. D'abord remercier monsieur, mon frère et ami Eliman pour nous avoir invités à cette réflexion. Remercier toutes les personnalités jeunes, moins jeunes que j'ai trouvées, notamment le Premier ministre et mon doyen de la GTIP. Moi, je suis Modibo Diop, je suis ingénieur polytechnicien. J'étais déjà peut-être plus connu sur le secteur public et politique, mais j'ai exercé depuis 1984 dans le secteur privé national, dans le groupe CFAO international, dans le groupe EDF Électricité de France, avant d'aller dans l'oil and gas à Intership. Je suis revenu au Sénégal pour occuper un poste de directeur général adjoint de la Sénélec avec le régime libéral. Enfin, j'ai fini comme directeur général de l'ASER, mais je suis beaucoup plus connu en politique parce que j'ai été maire de ma commune, ainsi de suite. Malheureusement, la politique ne m'a pas toujours réussi. Bon, bref, je voulais vous, les jeunes, vous poser une petite question. Ibrahim Khalil. Nous sommes pas jeunes, mais nous sommes moins jeunes peut-être que vous, plus vieux que vous. Et moi, ma question est la suivante, Khalil, et tous les panélistes, vous avez fait d'excellentes interventions qui montrent l'angoisse qui vous prend. Moi, quand vous parlez, je me vois 35 ans en avant, quand j'étais dans une école d'ingénieurs, où on était en train de déconstruire les politiques publiques, en train de construire, de rêver, de faire des choses extraordinaires. 40 ans après une expérience privée et étatique, c'est une autre vision que j'ai. Même si aujourd'hui j'ai plus de 60 ans, c'est vrai. Je ne suis pas comme vous. Mais la question que je vous pose, vous êtes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a connu un régime socialiste, avec nous un régime libéral, et peut-être avec ce régime actuel, libéral, maoïste, socialiste et tout. Mais la question est la suivante, quand vous êtes dans un pays, il faut réfléchir par rapport à ce qui se passe dans ce pays, si vous voulez trouver des solutions. Je vois toute une série d'inquiétudes que vous avez sur ce qui se passe. C'est normal, on l'avait il y a 40 ans, parce qu'on se cherchait. Mais que ça soit avec Senghor, avec Diouf, avec Nouad et aujourd'hui Macky, tous les régimes ont adressé des solutions à la jeunesse. On a connu l'histoire de l'emploi de la jeunesse avec les maîtrisards. On a connu avec Senghor autre chose. On est en train de connaître aujourd'hui avec le régime qui est là, les problèmes de l'entrepreneuriat jeune, de Khayoun Daoumi et consorts. Moi, je vous aurais beaucoup plus compris si dans votre analyse, vous avez eu ce socle d'analyse sur ce qui se passe aujourd'hui et comment vous voyez les faiblesses, les forces et comment vous en sortir. Mais ne pas rester dans la réflexion globale. Parce qu'elle est bien, il a parlé un peu du numérique, mais il y a une politique de numérique aujourd'hui au Sénégal qui a une inclusion jeune. Sur l'agriculture, c'est la même chose. Sur la pêche, c'est la même chose. Parce que moi, aujourd'hui, dans le secteur privé, j'ai l'avantage de porter la parole des 16 organisations patronales dans les relations entre nous et le gouvernement. Ils m'ont désigné, depuis 3 ans, on bâtit cette stratégie. Donc dans cette stratégie, il y a des réponses. Moi, je vous invite à analyser ces réponses, à étudier ces propositions pour vous avoir une vision objective de vos propositions. Sinon, vous restez dans ce que nous avons connu nous, à l'université. Moi, quand j'étais à l'école politique, combien de fois l'armée nous a mis en prison parce qu'on a fait la grève, on n'était pas d'accord. Ça, c'est la jeunesse. Le doyen, il le sait.
Combien de fois nous avons dit, écoutez, on ne mange pas bien, on ne dort pas bien à l'école polytechnique, on brûle le drapeau, et puis on est en prison. Merci. Pour des conneries, parce que tout simplement, on n'a pas eu le temps de voir les socles sur lesquels on était assis pour analyser qu'est-ce que nous voulons. Et je vous invite à cela, vous. Merci. Sinon, tous les discours que vous allez faire, c'est des discours qui vont rester peut-être dans la propagande personnelle ou bien dans le déni général. Franchement, je vous invite à analyser toutes ces politiques de jeunesse qu'on a eues depuis Senghor, depuis Diouf jusqu'à Macky Sall, pour dire, les gars, dans le numérique, voilà ce qui ne marche pas. Merci. Dans le culte, voilà ce qui ne marche pas. Dans ça et dans ça. Merci beaucoup. Restez vraiment concret sur le socle du pays, quoi. Merci beaucoup. Je suis désolé si je vous ai dérangé, mais vraiment, il fallait que je vous le dise. Merci beaucoup. Merci. Madame Hawa Lital, hein? 2 minutes si possible. Hein? Alors, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à Madame Mamfilidjan et Monsieur Amadouba qui nous ont conviés à ce panel d'anniversaire des 10 ans de Lex-Africa. Et félicitations aussi à Monsieur Iliman pour l'initiative prise par rapport à la création de Lex-Africa. Donc, quand j'ai lu les TDR, j'ai préparé un petit quelque chose en faveur des jeunes. Malheureusement, je n'ai pas vu trop de jeunes impliqués ici dans la salle. Mais bon, je vais par ailleurs lire ce que j'ai préparé pour les jeunes. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de l'importance de notre voix en tant que jeunes. Nous sommes la génération qui a le pouvoir de créer un changement significatif, chers jeunes, dans notre société. L'une des premières choses que nous devons faire est de nous impliquer activement dans la politique, ceci soit en rejoignant les partis politiques ou bien en rejoignant les organisations de société civile, ou bien en participant à des événements comme ce genre d'événements que Lex-Africa a organisé. En tant que jeunes aussi, nous devons également nous concentrer sur la diversité et l'inclusion. Nous devons nous assurer que toutes les voix sont entendues, peu importe leur origine, leur genre ou leur statut socio-économique. C'est en travaillant ensemble, chers jeunes, une synergie d'action, que nous aurons gain de cause. Nous devons également nous engager dans des initiatives de développement personnel, mais aussi des renforcements de capacités à travers la formation. 10 secondes. Hein? Enfin, n'oublions pas que nous sommes des gardiens de l'avenir. Nous avons la responsabilité de protéger notre environnement, de promouvoir l'égalité, de promouvoir la paix et de lutter contre les injustices sociales, surtout les injustices sociales. Pour un jeune qui vient de terminer les études, qu'on lui demande 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience pour pouvoir être opérationnel, n'est-ce pas trop? Merci. Chers jeunes, merci. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Djimigna. C'est Djimigna. C'est mon cousin, hein, c'est pourquoi je le taquine. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Djibifal, le roi des Nians, ceux qui raffolent trop du niébé et du riz là. Donc je suis professeur de mathématiques, un disciple du professeur Marita Ounian qui vous salue et que je représente ici pour les 10 ans de Lex-Africa. Donc joyeux anniversaire à Lex-Africa. Donc c'est pour dire que en fait, c'est un plaisir d'intervenir à ce panel et qui entre bien, peut-être un sous-thème du panel précédent. Parce que, bon, comme disent les Anglais, policy matters. En fait, tout est question de politique publique. En fait, c'est très important. Bon, on peut bien sermonner les jeunes, restez chez vous, ne partez pas, ainsi de suite. Mais tout est question de conséquences de politique publique, en fait. Bon, je ne veux pas entrer un peu... C'est pas politique, c'est juste une analyse lucide de ce qui s'est passé, peut-être si on regarde les 30 dernières années. Parce que si on voit ce qui se passe actuellement en Afrique, les questions de jeunesse, bon, c'est un atout, mais à la fois un défi. Bon, un atout démographique sur le plan peut-être économique, parce que tout ce que ça peut rapporter,
Parce que l'Afrique, en ce moment, en termes de jeunesse, est peut-être là où étaient la Chine et l'Inde il y a 30 ans. La Chine a su peut-être exploiter cet atout en investissant peut-être dans les infrastructures ou bien dans l'industrie de manufacture. Donc ils ont pu, même les, comment dirais-je, bon, je ne peux pas employer le terme emploi, mais le personnel non qualifié a su être utilisé dans l'industrie de manufacture. Donc ils ont pu résorber ce boom démographique et c'est ce qui a fait que la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont pu capitaliser sur même la main-d'œuvre non qualifiée, parce qu'ils ont pu trouver du boulot pour cette main-d'œuvre non qualifiée. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? C'était l'ajustement structurel, nos industries ont été tuées. Sotiba existait il y a 30 ans, mais il n'y a plus de Sotiba. Et heureusement, Diatou a parlé tout à l'heure de la Thaïlande et de son enracinement, ce qui est tout le contraire de l'Afrique, parce que nous, ils nous vendent maintenant les tissus. On va en Thaïlande pour acheter des tissus qui sont supposés être même des vax africains. C'est eux qui les fabriquent, on leur donne les logos, on leur donne les tout, ils font ça et ils reviennent nous vendre ça en fait. Donc c'est un atout et à la fois un défi. Mais encore, ce qu'il faut prendre en conscience, c'est que cette jeunesse qui est en train d'être la population la plus importante en termes de nombre, c'est cette jeunesse qui va devenir la vieillesse dans 50 ans. Et ça pose un autre problème de politique publique. C'est le problème de la pension et de la retraite. Merci. Donc c'est un tout en fait, quoi. Bon, je ne veux pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Cher Tidiane, il n'est plus là. Ah, ok. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je remercie M. Amadouba pour l'invitation. Grâce à lui, on est aujourd'hui là. Donc, et aussi, félicitations à notre chère collègue Madame Dien, Mamfili Dien. Et je remercie les personnes ressources, les panélistes qui sont là. Également, je félicite M. Eliman Khan pour cette initiative panafricaine. C'est vraiment intéressant de mettre sur pied ce genre de cadre pour pouvoir permettre à tout le monde de s'y mettre. Voilà. Moi, je voudrais tout d'abord aborder les narratifs, c'est-à-dire les discours, parce que les discours diffèrent. Déjà au Sénégal, on n'a plus de modèles de réussite, des hommes qu'on nous présente comme des modèles de réussite. Il y a moins de capitaines d'industrie, ou bien les opérateurs économiques qui étaient là ne sont plus là, on ne les entend plus. Donc on ne nous présente plus des hommes modèles de réussite au Sénégal. Peut-être bon, d'autres vont nous parler des chanteurs, des footballeurs comme Sadio Mané ou bien Youssou Ndour. Mais quand vous allez dans la banlieue, vous ne pouvez pas parler de Youssou Ndour parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas assez de qualifications professionnelles, ils n'ont pas assez de métiers pour pouvoir voilà, avoir des rêves. Parce qu'il n'y a plus de rêves au Sénégal. Quand vous allez aux États-Unis, parce que pourquoi les jeunes partent, par exemple, aux États-Unis en passant par Nicaragua, c'est parce que bon, aux États-Unis, les Américains ont su vendre leurs rêves au monde. Parce que déjà à base, aux États-Unis, on vous apprend le dream, l'American Dream. Comme on vous dit America First, on vous parle d'une God we trust. Donc on vous fait rêver. Il y a aussi l'aspect de la religion parce qu'on vous dit que vous devez croire à votre religion. Et aussi, il y a le rêve américain pour pouvoir réussir. Donc, au Sénégal, il n'y a pas ce genre de discours. Vendre un rêve sénégalais qui pourront
par exemple, régler des choses. 20 secondes. On devrait aussi parler de la fuite de nos enfants, les jeunes qui partent à l'immigration clandestine. Donc là aussi, c'est un peu inquiétant actuellement parce qu'on voit des jeunes diplômés qui tentent l'Eldorado. Alors qu'auparavant, c'était des chômeurs, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de qualification professionnelle. Maintenant, c'est des diplômés, des gens qui ont fait l'éducation, qui partent à l'immigration. Là aussi, je pense que l'État doit prôner la migration circulaire pour pouvoir permettre à certains jeunes, par exemple, d'aller travailler à l'extérieur et revenir pour investir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thierno Niang. Merci, monsieur le modérateur, docteur Khalil. Alors, très rapidement, je dois déjà féliciter ce panel. Moi, j'ai entendu des jeunes très brillants, très structurés. Aliou, aujourd'hui, j'ai compris ce que tu as dit, sincèrement. Massamba, il faut arrêter de dire vieux. Voilà, les vieux n'aiment pas qu'on les appelle vieux. Voilà. Il faut dire senior, ou bien devant. Exactement. Et tu arrêtes. Non, je voulais dire, il faut arrêter ça. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Exactement. Ouais. Je voulais juste dire, en fait, et Monsieur Diop, ce que vous avez dit, c'est intéressant. Mais pour moi, il faut s'éloigner de la tyrannie du concret. Voilà. Il ne faut pas dire que ces jeunes-là n'ont pas dégagé de pistes concrètes pour dire que pendant toutes ces années, nous avons pensé ou déterminé une voie, une vision. Aujourd'hui, nous devons construire, bâtir une économie ou en tout cas une entreprise. Ce n'est pas le sens du propos que j'ai entendu. Pour moi, ce que Massamba a dit et qui est intéressant, c'est que pendant plusieurs années, 10, 15, 20 ans, on braque les projecteurs vers l'Occident. En quoi faisant? En nous apprenant l'histoire de l'Occident. Dans les curricula, dans les écoles primaires jusqu'à l'université, on comprend, on appréhende la trajectoire, le trajet de beaucoup de pays. On nous apprend à aimer ou à apprécier ou à environner l'histoire de Faidherbe qui a été un criminel pour moi, sanguinaire. Aujourd'hui encore, il y a un pont qui porte son nom. D'autres et d'autres exemples aujourd'hui envahissent, irriguent l'histoire ou en tout cas l'école sénégalaise. Ça, c'est ce qu'il dit. Et quand ça, aujourd'hui, envahit comment dire, la société sénégalaise, on va vers ce que Moussa appelle le narratif. Ce narratif-là, il est irrigué par une histoire ou en tout cas par un déterminisme qui ne vient même pas de chez nous. Et il faut s'éloigner de cela. Parce que le présent est un futur qui a été pensé hier. C'est ça la vérité. Toutes les grandes constructions, toutes les civilisations étatiques, etc., le rôle de l'Amérique, de la Chine, etc., tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des concepts. Ça a été pensé. Et c'est le pouvoir de la pensée. C'est important, c'est fondamental. Ce ne sont pas les grands industriels ou les grands capitaines d'industrie qui déterminent d'abord en amont un pays. C'est d'abord la pensée, c'est les idées, c'est la structuration. Ce qu'on est en train de voir ici dans ce pays pendant plus de 60 ans, même si je respecte énormément le Premier ministre Lamine Loum pour beaucoup de choses, je pense qu'à un certain moment, le PS nous a fait entrer dans un certain immobilisme. Il y a plusieurs raisons. Je ne suis pas en train d'expliquer cela. Je suis pas en train de... Mais c'est ça la vérité. Abdoulaye Wade a essayé. Macky Sall, le président actuel aussi, essaie. Mais malheureusement, on est encore dans une économie exsangue, déterminée par des décisions exogènes que nous ne maîtrisons pas. Le meilleur des exemples, c'est que lorsque nous avons eu le coronavirus, nous n'avons pas d'autonomie stratégique, c'est pourquoi nous sommes allés acheter du riz. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas d'autonomie stratégique, si on n'est pas capable d'avoir une agriculture qui crée l'autosuffisance et qui huile l'industrie. Ce sont les problèmes de nos pays-là. Et c'est ça le narratif que ces jeunes-là sont en train de dire. Merci. Merci Thierno. Gaspard. Merci, oui, je suis le plus jeune des jeunes. Voilà, je m'appelle Gaspard Onunkoukou. Je suis très content d'être dans cette salle pour féliciter mon ami, mon frère Eliman Khan, que j'ai connu depuis plusieurs années, pour tous ses efforts et son militantisme. Et dire encore joyeux anniversaire de
de son organisation et que je vois là-bas, ça me satisfait. Bon anniversaire et joyeux anniversaire, Eliman Khan. Voilà, j'ai suivi les panélistes, hein. C'était de très bonnes interventions. Mais il y a quelque chose c'est un conseil que je vous donne. Moi, je suis aujourd'hui secrétaire général du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité des Nations Unies, INOAS. Je suis même membre fondateur de ce groupe de travail. Je travaille avec les jeunes depuis plusieurs années au Sénégal comme ailleurs. De quels jeunes nous parlons ici? Ça, il faut faire attention, parce qu'on parle des jeunes d'une manière générale. Or, il y a, si c'est la jeunesse ou la jeunesse rurale, urbaine, estudiantine, c'est différent. Donc, il faut voir de quelle jeunesse nous parlons et voir aussi le contexte. On a parlé des contextes. Ce sont des jeunes, je ne sais pas, de Ziguinchor, de Kolda, c'est pas de Dakar. Est-ce qu'ils sont les mêmes jeunes? Est-ce qu'on va parler de jeunes de la même manière partout au Sénégal? Mais tout ça, pour vous qui êtes chercheurs, il faut vraiment arriver tout d'abord à complexifier, à diversifier les types de jeunes ou de la jeunesse, que ce soit la jeunesse estudiantine, urbaine, rurale, c'est très important. Je n'ai pas entendu quelque part des gens parler, par exemple, de la jeunesse rurale, parce que là, souvent, ils sont oubliés. Bon, faisons attention aussi que quelqu'un a dit, mon frère à côté, on doit dire la vérité aux jeunes. On doit leur dire la vérité. Je suis militant des droits de l'homme. Nous sommes arrivés, même moi-même, avec l'OIM dans le temps, parce qu'il y a eu le phénomène d'immigration, lancer un droit, ce n'est pas un droit comme tel, les droits de rester, parce qu'il y a les droits de l'homme de partir, etc., comme la Déclaration universelle de l'homme nous le dit. Mais les jeunes là, ils ont aussi les droits de rester chez eux. Mais est-ce que réellement, il y a les efforts qui sont menés pour que les jeunes Sénégalais restent au Sénégal? Et ça, c'est très important. On a parlé des jeunes très souvent, mais ça ne suffit pas. Les jeunes, il y a les filles, il y a les femmes, comme celle qui vient d'arriver. Les jeunes filles, les jeunes femmes, il faut voir les jeunes dans leur sexe, dans leur genre. C'est très important, parce que tous, ils sont des jeunes Sénégalais. Et je vais parfois terminer par vous dire que nous avons des jeunes compétents, des jeunes intelligents, des jeunes qui sont complètement capables de faire quoi que ce soit. Mais des fois, ils sont, je ne dis pas paresseux, mais parfois, quelqu'un parlait de la puissance, il faut cette puissance-là. Il faut que nous apprenions la rigueur à nos jeunes. Et j'ai vu un jeune pour prendre l'escalier, moi qui suis vieux, je prends l'escalier, mais il attendait l'ascenseur. Et j'ai gueulé, j'ai dit, mon cher ami, mais il faut monter l'escalier, à 1 centimètre, vous pouvez partir. Ça, ce sont des valeurs que nous devrions apprendre aux jeunes et qui manquent aux jeunes. Merci. Mais nos jeunes aussi, je vais terminer par dire, ils sont mal politisés. Nous devrions pas les exclure de la politique, leur apprendre de quelle politique faut-il faire pour qu'ils ne soient pas trop politisés et mal politisés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mohamed Sow. Bonsoir, il est 17h. Ça fait plaisir d'être là. Félicitations Eliman, joyeux anniversaire à tous les membres de l'EGS. Je suis non seulement de l'EGS Africa, mais je fais partie d'un petit groupe dans l'EGS secret qui s'appelle les Immatures de l'EGS. Donc je salue tous les membres qui sont ici, les Moussa, les Baba, les Djainaba de l'autre côté, et les grands Eliman. Bon, pas Eliman, plutôt... Bon, je tairai le nom, si c'est. Et je veux parler de 3 choses. Je veux parler de politique, de rêve et d'amour. Donc d'abord de politique, je vais juste partager une anecdote. Je me rappelle il y a quelques années, c'est juste une année avant de rejoindre l'EGS Africa, je commence à durer ici, j'ai rejoint un parti politique. J'avais moins de 30 ans, je me suis dit, voilà, il faut s'engager. Et c'était à l'ère du temps, politisez-vous, les Farindao, etc. Donc je rejoins un parti politique. J'ai eu je pense que c'est une malchance parce que j'étais au bureau, donc j'étais bien habillé. Je voulais y aller rapidement, je suis allé en voiture. J'arrive, je me présente, je m'inscris. C'était un grand parti à l'époque de l'opposition. Donc je me suis présenté pour être parmi les jeunes, j'ai moins de 30 ans. On m'a dit non, toi tu es cadre. J'étais cadre. Parce que j'avais sur moi les clés d'une voiture et j'étais peut-être habillé en costard.
Et je ne pouvais pas être jeune. Un jeune dans un parti politique, on parle de politiser les jeunes, etc. Les jeunes dans les partis politiques, c'est des étudiants en perte de repère, chair à canon. Et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et j'en ai parlé à un moins jeune que moi. Je lui ai dit, mais donc pourquoi on n'a pas le droit d'être jeune quand on a un travail et quand on a moins de 30 ans? Il me fait, non, xale bu loxom c'était mën na bokk ndab ak mag yi. Il fait donc mag ñaa ngi reer ba léegi. Et effectivement, parfois, souvent, mag ñaa ngi reer ba léegi. Et c'est ce qui se passe souvent dans les partis politiques. Bon, ça c'était la première chose par rapport à la politique. Et un jeune avec l'énergie, le rêve, bon, pour passer au deuxième point qui est le rêve, je pense que, en fait, le jeune, il a l'âge de rêve. Et quand on rêve d'Amérique, bon, peut-être les seniors ne comprennent pas ce que vous dites. Les États-Unis, les films que nous avons regardés, etc., ça nous a fait rêver. Un soldat américain, c'est le plus fort du monde. La musique américaine, etc., on a grandi dans ça, alors qu'on ne voyait pas chez nous ce qu'il y avait. On ne nous a pas fait rêver. Bon, en tout cas, moi, les États-Unis m'ont plus fait rêver que le Sénégal quand j'étais gosse. Et c'est un peu gênant parce que c'est là où tu as l'énergie, tu dois rêver, etc. Et c'est là que tu dois faire de la politique parce que tu penses à ton avenir. Aujourd'hui, c'est très dangereux. On ne parle pas de notre futur, là. Les logements sociaux dont on parle, etc. C'est pour ceux qu'on appelle jeunes, là. Parce que je pense que les seniors ont déjà leur maison, ils ont déjà leur famille, ils ont déjà d'ailleurs leur pension. On ne parle pas de nos pensions de retraite dans le futur parce que pour nous, peut-être c'est dans 30 ans, mais on n'en parle pas. On ne parle pas où nous allons vivre, etc., comment nous allons vivre, et on ne nous implique pas dans ça. On nous prend effectivement, Massamba, comme des objets, pas des sujets, quand on est jeune. Bon, là, je suis plus jeune. Et enfin, je veux parler d'amour. C'est le troisième point. J'ai l'impression qu'on ne s'aime pas. En tout cas, jeunes Sénégalais ou jeunes Africains en général, on ne s'aime pas. Je ne sais pas si tout le monde parle Wolof dans la salle, mais quand on voit quelque chose de positif, voilà, même quand ton téléphone vient de Chine, tu vas dire « Ah, tu vas Billy Gain ». À chaque fois que je demande à un ami, à un membre de ma famille, est-ce qu'il y a un nid qui bon, il me fait « Ah, dédé ». Mais dis-moi, tout Sénégalais est bon. Donc chaque Sénégalais pense qu'un Sénégalais est mauvais. Mais tu vas Billy Gain, tu vas on ne s'aime pas, on se sous-estime. Et on transmet ça aussi aux autres qui vont aller naturellement ailleurs chercher peut-être un Eldorado. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Mamadou Talibeba. Et je peux dire que je suis le fruit de l'ex-Africa parce que j'étais là la première année. À l'époque, on venait juste d'intégrer notre première année universitaire. Et on a cheminé depuis lors avec le président et toute l'équipe. Et aujourd'hui, je suis gérant d'un cabinet de conseil. Je travaille beaucoup sur les questions de développement rural. Donc j'ai eu à accompagner des secteurs avicoles, dont une grande entreprise de la place, Gardegui. J'ai eu à également accompagner des sociétés dans la pêche, dans l'élevage. Et partant de cela, le président nous a motivés à créer une association du nom de Momondo, qui est une association qui lutte dans tout ce qui est proche de l'entrepreneuriat. Par rapport à ce qu'a dit mes amis, mes frères, pour moi aujourd'hui la question de l'emploi passe par l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui dans un secteur bancaire dominé par des étrangers? La plupart des gens qui sont dans cette salle ont des comptes bancaires, mais dans des banques étrangères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit c'est des Nigérians, soit c'est des Marocains, soit c'est d'autres pays. Et à quand la banque sénégalaise si elle n'est pas de participation gouvernementale? Voilà le premier problème. L'accès au financement. Pourquoi l'accès au financement est un problème? Parce qu'aujourd'hui, le paysage bancaire sénégalais est dominé par des sociétés étrangères. Qu'attendons-nous aujourd'hui pour créer notre première banque sénégalaise? Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre en place une banque 100% sénégalaise qui va alimenter un peu les projets des jeunes? Ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, aujourd'hui, l'a soulevé tout à l'heure mon ami Baïla, le travail, l'emploi différent du travail. Ça dit qu'aujourd'hui, quand je vends des cacahuètes, c'est un travail. Aujourd'hui, regardons un peu tout ce qui se passe à travers notre économie. Tout est importé. Tout est importé, même des cure-dents, même des cotons-tiges sont importés. On nous dit qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Mais c'est une aberration. Qu'attendons-nous aujourd'hui les jeunes pour mettre en place des initiatives pour
produire ce que consomme notre pays. Le frein, c'est l'accès au financement. Et donc par là, moi j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse sur les politiques de financement solidaire et également la finance islamique. Aujourd'hui, on va chercher de l'argent ailleurs, alors qu'aujourd'hui, on a des mécanismes en interne de financement, notamment avec le financement social à travers des coopérations. On essaye à travers des tontines, etc. Mais comment généraliser ça pour permettre maintenant à ces jeunes d'avoir accès au financement et de pouvoir contribuer réellement dans l'économie et également utiliser des leviers tels que la finance islamique dans un pays où 95% des gens sont musulmans. Pourquoi ne pas utiliser des produits comme la muharaba, tels que le takhawuf pour développer notre économie? Aujourd'hui, en utilisant ces leviers-là, nous avons aujourd'hui des sources de création de richesse. Merci beaucoup. Merci. Merci Talibé. Alors. Toujours c'est bon ngeen baal ma je me bëggoon remercier sama rak sama xarit Eliman. Eliman, nous nous sommes connus sur un terrain de combat sur des idées. Je l'ai supporté sur ces idées, sur des questions d'éthique et de legacy, et je l'ai supporté. On est devenus des grands amis jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous menons ensemble un travail colossal sur le terrain, parce que nous préparons un colloque mondial sur l'islam soufi. Nous sommes en train de sillonner ce pays et pour aller voir toutes les familles religieuses, quelle que soit la confrérie, pour que nous soyons à l'unisson sur l'islam. C'est ce que je mène avec lui. Donc je demande la permission parce qu'il doit partir. Je devais diriger une délégation avec les rencontres de la Tijane, Charme Tijane, dont nous sommes disciples. Et on m'attend et on me dit que tu dois venir. Je voudrais partager une seule chose pour dire que vous êtes les jeunes, mais nous avons été jeunes. Nos pères étaient jeunes, c'est eux qui ont fait l'indépendance. They have a dream. Ils avaient un rêve de libérer ce pays. De libérer le Sénégal, ils se sont battus, on les a emprisonnés, ils sont sortis. Et à l'époque, nous, on était à l'école primaire, le Premier ministre. Mais on avait le rêve de remplacer ces gens-là au niveau des cadres de notre administration. On s'en est battu en allant à l'école à apprendre. Il faut apprendre. Si on ne se bat pas sur ce terrain, on n'ira nulle part. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui est très important. Les statistiques, ça sort à quelque chose. C'est de prendre une base pour pouvoir prendre une décision. Quelle que soit la stratégie marketing ou quoi que ce soit, ouvrir une banque, ouvrir quoi que ce soit, vous allez vous baser sur les statistiques. Nous avons 75% de la population jeune. Madame, les finances publiques, c'est à vous de les faire. Personne ne le fera à votre place. Sinon, vous allez en être des sujets. Être acteur est mieux que être sujet. Les politiques publiques, si vous laissez à côté ces politiciens le faire, vous le subirez et on a toujours le débat des jeunes. Vous ne pouvez pas être les jeunes et changer aujourd'hui le paradigme. Ce n'est plus les vieux comme nous qui faisons ces politiques publiques. On va rater ce qui se passe en février, mais ce qui va venir, c'est vous. Prenez-en conscience. Si on a dit la nature a horreur du vide, pourquoi les médiocres nous dirigent? Parce que ceux qui ont compris s'étaient mis à côté pour dire « moi je ne vais pas dans la politique ». C'est ça le problème. Nous avons milité partout. Nous avons été dans les mouvements associatifs partout. Mais quand on le faisait, nous jeunes, les vacances, ce qu'on faisait, nos jeunes qui allaient redoubler, on va les aider pour qu'ils reprennent leurs cours. Et on faisait des clubs de théâtre. On avait des équipes et autres. Ceux qui allaient en finale de Coupe du Monde, de Sénégal, c'était des élèves. C'était des élèves. C'était les élèves qui représentaient le Sénégal aux Jeux Olympiques et ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a certains qui ont fait leur bac de retour des Jeux Olympiques. Et c'était des élèves de terminale. Les Lamine Diack et autres là, c'était ça. Moi, ce que je voudrais vous faire attirer votre art, le paradigme, il faut le changer. Il est en train de changer sur une base statistique. Je vous félicite pour toutes vos réflexions. Les laborantins, je vous dis les docteurs, vous ne piquez pas, mais vous allez faire la piqûre sociale. Analysez votre environnement et en décidez ce qu'il faut faire. Le rêve, if you don't have a dream, vous n'allez rien changer. Il faut donner le rêve. Nous avons des exemples à donner. Balma rek damay wax rek. Sénégal ñakul ay exemples ñu joxe. So suba ci suba amna ku fi tok fi joxe ay diplôme. Mohamed Lamine Loum. Jaru ñu dem fenn benchmark ci mom sur les questions d'éthique, d'intégrité et de loyauté. Voilà un exemple. Il a été ministre des Finances à nous, mais xam nga fan lañ doon passer les vacances à Kaolack avec les équipes nawetan que nous avons mis en place quand on était nawetan.
alors que les autres partent prendre les vacances à Nice ou ailleurs. Il n'a jamais pris ses vacances en Europe. Là où il habite, quand il était directeur du budget, ministre des Finances, Premier ministre, c'est là-bas où il habite jusqu'à présent. La même table où on mangeait avec lui, c'est la même table où on balait. Nous allons continuer sur ça. Lui, il sait qu'on a travaillé sur ces questions depuis longtemps, sur les questions de jeunesse. Vous n'avez... Le cas là, qui fait le oil et autres là, c'est un exemple de réussite. On a des exemples de champions. Allez les voir, docteur. Les champions, vous les sortez pour que les autres jeunes disent « Ah, nous m'avons wax keneen. Du Balla Gaye rek, du Youssou Ndour rek. » Ça, c'est autre chose. On nous a orientés sur ce canal. Mais il y a d'autres cas de réussite. Allez dans l'agriculture, il y a des exemples de réussite. Sortez ça, montrez ça aux jeunes. Yo, cette émission est bonne, invitez leur mot chaque soir, débat politique, débat. C'est pas ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes 75% de la population. Si vous ne dites rien, on va faire encore la politique sur vous. On va se retrouver sur le même point. Gen balbax Lamine. Ben affaire, ben wax rek bal ma sëñ bi. Lex la bëgg wax. Ay tank la. Buñ paré lu muy def lan lay léguer les générations. Tu as bien choisi ton leg. Leg lañuy doxé, n'est-ce pas? Et li ngeen di dox ni tay, mom ngeen di dox les autres générations. Jërëjëf, ce qu'on va léguer. Ñaari xarit a ngi fi, ñun on va maintenant ñun pay ñun affaire l'islam yeeg yoy lañuy toppatoo fi nak, mais c'est que pour les confréries soient là. Si on n'est pas ensemble avec les valeurs, xëcc leen ci valeurs yi suñ jëlul ci valeur di saaga nit ñi yooyu duñ dem fenn kuñ fi yarul doo def science sans conscience nekk de la Ibnou Anaskay. Ouais, je suis le directeur du comité scientifique. Nous nous retrouverons. Merci doyen Ibnou Anaskay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette sentence est prononcée par un tout jeune de 78 ans, l'ancien ministre Mamadou Ndoye, qui était à la même table que le Premier ministre Mamadou Lamine Loum il y a 2-3 semaines, juste. Et depuis lors, j'avoue que je m'amuse quand je vais à des événements, je chahute les organisateurs et les organisatrices, puisque entre-temps, l'association des anciennes de Mariamaba a organisé un magnifique événement. Il y avait des Canadiennes aussi, donc essentiellement des femmes. Évidemment, elles ont l'excuse que elles avaient donné rendez-vous à 10h, mais elles sont arrivées entre 11h et midi. Mais bon, je pense que ce n'est pas la bonne excuse. Il y en avait qui étaient à l'heure. Évidemment, Kiné Dialloba ici présente était à l'heure à 10h. Mais c'est pour chahuter qu'on le dit. Mais je pense que cette séquence-là est la chose la plus lumineuse qu'il nous ait été donné peut-être d'entendre en termes de perspective pour changer les choses. Et on n'est pas dans des paradigmes générationnels. Les bonnes choses, je pense, n'ont pas d'âge. Moi, je ne sais pas si on n'est pas en train de prendre du retard justement sur les perspectives. Puisque les sociétés les plus, pardonnez l'expression, c'est comme ça qu'on dit, les plus évoluées en termes de prospective, aujourd'hui, ont dépassé la prise en charge de la question des jeunes. Mais ils sont confrontés à une autre préoccupation, les seniors. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on a une préoccupation de régler le problème des seniors. Quand ils sortent d'un emploi à 50 ans, on ne sait plus quoi en faire. Et il y a des politiques nationales pour régler les questions de chômage des seniors. Et j'espère que vous qui êtes là, nous qui sommes là aujourd'hui pour demander quand même cette prise en charge de la jeunesse et d'appeler les jeunes à s'engager à régler le problème du chômage des jeunes, j'espère qu'on ne sera pas demain à dire mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous qui sommes devenus les seniors? Parce qu'on est en train de prendre du retard sur ces questions-là. Je ne crois pas sur les thématiques. On doit même arrêter jeunes, moins jeunes, parce que c'est Eliman qui définit, on peut le penser, les thématiques de l'ex-Africa. Il s'exclut des jeunes, mais c'est lui qui fait les thèmes pour les jeunes. Donc à un moment donné, il faudrait juste qu'on ne soit plus dans les paradigmes de jeunes ou d'appeler les acteurs par des séquences d'âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour les bonnes choses et que des gens inspirants ont 70 ans,
90 ans, il continue encore à jouer le rôle, puisque quand vous appelez à une manifestation, je me suis amusé aussi dans la même séquence, justement, de faire juste un petit post comme ça sur ces jeunes vieux de 70 ans et 80 qui étaient à cette cérémonie. Et j'ai une virulente réaction d'un... Allez, il n'est pas si jeune que ça, mais qui dit, ouais, mais c'est que des vieux qui sont là. Je dis, oui, mais bon, c'est les vieux qui sont là. Les jeunes, peut-être, qui sont à la grasse matinée, c'était un dimanche. Donc, finalement, je préfère peut-être les vieux qui sont engagés et qui essayent de tirer les jeunes, voilà, pour les amener à cet engagement-là. Mais je pense qu'on est tous engagés dans la même barque. Et le truc générationnel, moi, franchement, je ne sais pas où me situer. Je me crois jeune, sincèrement. Bon, il y en a qui m'appellent jeune doyen, d'autres qui flattent mon ego, qui m'appellent tout jeune doyen. Je préfère ça encore. Mais voilà, je ne sais plus où me situer, mais en tout cas, je pense que j'ai encore l'esprit jeune. Merci, madame. Voilà, exactement. Merci et félicitations et joyeux 10e anniversaire. Et puis, merci Ablaye. Merci beaucoup. Jainaba. Alors, bonsoir à tous et bonsoir surtout aux seniors. Et c'est un plaisir de retrouver M. Lamine qui est vraiment un camarade de promo de mon père, Adissar. Et aujourd'hui, c'est à la fois un honneur et un bonheur d'être avec vous parce que l'ex, c'est 10 ans. Moi, je suis membre de l'ex depuis 5 ans, donc la moitié. Et c'est vraiment grâce à tout seigneur, tout honneur. Je vais remercier Thierno Niang qui m'a fait découvrir donc, ce magnifique groupe qui est maintenant une famille. Et par rapport au thème abordé, c'est vrai que je suis venue en retard, je m'en excuse. Mais voilà, je félicite déjà les panélistes, des amis que je retrouve ici. Et surtout les échanges qui dépasse ces clivages seniors, vieux, comme le disait Thierno, qui est un terme à éviter, mais seniors et jeunes, et qui nous permet d'ailleurs de nous compléter, parce que nous avons besoin de leur expérience, et en tant que jeunes aussi, de ne pas penser que nous sommes les précurseurs en termes de, mouvement ou bien de certaines réflexions. Je crois que c'est surtout ça. En tout cas, voilà, merci au président Eliman, sinon il va me tuer. Merci beaucoup parce que c'est grâce à lui quand même que, certes, nous avions une vie associative avant l'ex, mais je veux dire, c'est un autre aspect. Ça nous enrichit sur beaucoup de domaines, beaucoup d'échanges à travers tout ce qui est fait. Donc c'est vraiment, mon propos en résumé, ce sera de manifester mon honneur et mon bonheur d'être membre de l'ex, mais surtout de remercier le Seigneur pour cette chance, parce que c'est à la fois une famille, des personnalités qu'on découvre, des jeunes qui sont vraiment très performants dans leur secteur d'activité et qui sont très solidaires aussi. En tout cas, merci à Eliman pour cette initiative et à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Jainaba. Je pense qu'on va donner après la parole aux panélistes. Hein, oui, j'ai une question avant que tu clôtures. Il y a quelques semaines, avec l'ex-Africa, on s'est rendu sur le terrain à Tivaouane. Et c'était dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation pour l'analyse et le suivi budgétaire au niveau local. Et au cours de la séance, après que les différents maires aient pris la parole et manifesté l'initiative et annoncé leurs attentes, il y a eu un jeune qui m'a particulièrement marqué par ce qu'il a dit. C'est un jeune qui n'a pas été scolarisé à l'école française. Il a été scolarisé à l'école arabe ou islamique. Et il a dit ouvertement que ce qu'il comprend du français, c'est juste des quelques mots qu'il ramasse ou qu'il entend dans son quotidien avec lesquels il a pu se familiariser. Et il a insisté sur le fait que la langue n'est en rien une barrière pour lui, malgré le fait que la plupart des panels auxquels il est invité sont généralement tenus en français. Il arrive à en tirer l'essentiel. Et c'est un jeune qui est très actif dans sa collectivité à Mboro, où il se fait protecteur ou ange gardien de toute la communauté agricole. Et ce jeune
il a pris la parole et il a dit, il a dit en Wolof, et je vais essayer de traduire en français, mais en tout cas, il a interpellé les so-called intellectuels de la langue française, disant que à chaque fois qu'ils viennent, ils tiennent de beaux discours, font de belles promesses, sont très éloquents dans ce qu'ils disent. Et dans son propos, j'avais ce sentiment qu'il nous disait « and so what ». C'est vraiment le sentiment qu'il m'a laissé. C'est bien joli, et après, c'est quoi la suite? Et après cette session, je me suis demandé, mais au fait, est-ce que finalement, toute cette effervescence intellectuelle parle vraiment aux jeunes? Est-ce que ça a du répondant chez les jeunes? Je ne vais pas vous le cacher, je suis jeune, je suis femme, mais il y a des discours auxquels je ne m'identifie pas. Et ce sont souvent des discours de très grands penseurs, très très grands penseurs. Que tu lis leurs ouvrages, tu les respectes, mais lorsque tu les entends parler sur certaines questions spécifiques, moi en tant que jeune et femme, je ne m'identifie pas à cela. Et j'ai pu comprendre, au fait, le sentiment de ce jeune-là qui s'appelle Mame Thierno d'ailleurs. Et donc je vous pose la question à vous, qui êtes souvent au contact de jeunes, surtout Massamba qui est un chevalier de l'ordre du mérite, qui travaille beaucoup pour la jeunesse, surtout aussi Docteur Moussa, qui ne veut pas que je l'appelle docteur, mais c'est un docteur, qui est tout souvent dans les salles de classe. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez que toute la production intellectuelle, tous les discours, toute cette approche, toute cette analyse qui est faite de la jeunesse, est-ce que vous trouvez que ça a du répondant chez la jeunesse? Est-ce que cette jeunesse s'identifie à cela? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que ça les caractérise? Et est-ce qu'ils arrivent à se penser ou s'identifier autrement à partir de toute cette analyse qui est produite depuis Senghor et compagnie? Ou le spectre de Senghor, comme dirait Mbougar. Donc c'est ça ma question. Merci beaucoup, Bigué Marcel Fall. Bon, avant de retourner la parole à nos brillants panélistes, j'ai une dernière question pour mes panélistes. La question, c'est comment construire ce narratif face en fait aux représentations sociales ou en quelque sorte aux pesanteurs sociales. Parce que dans le discours, dans cet imaginaire collectif, il arrive qu'on dise que Yonundaou Dougao, que pour dire que la réussite d'un jeune en fait ne doit pas se faire vite, que Tep Mogan Yuret. Donc, à mon avis, ce sont des pesanteurs sociales qui pourraient inhiber les jeunes. Je ne sais pas en fait qu'est-ce que vous pensez dans ce Sénégal que nous voudrions construire, comment faire face en fait à cet imaginaire-là, à ces pesanteurs sociales-là qui en quelque sorte pourraient bloquer ces jeunes-là. Merci. Donc je donne la parole à Maïmouna avant. Merci beaucoup pour vos contributions et vraiment ces réflexions qui sont très très riches. Pour répondre à la question et un peu toucher aussi aux autres sujets qui ont été posés ici, je pense qu'en fait le cœur du sujet, c'est l'action publique. Je suis désolée d'y revenir. L'action publique, pour aussi répondre à une autre question qui a été posée ici sur ce qui a été fait. On n'a malheureusement pas eu le temps peut-être de dresser tout le bilan des politiques publiques de ces dernières années, mais force est de constater qu'on est en échec. On a un échec cuisant de la politique de jeunesse. Ça, il faut qu'on se le dise. Il s'est passé des choses. Alors, si on appelle... Enfin, on peut dire qu'il y a eu des tentatives de politique publique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de politique publique. Il y a eu des tentatives de politique publique. Mais ces politiques ont échoué. Pourquoi ces politiques ont échoué? Ces politiques n'ont pas été incarnées par des institutions fortes. Il faut des institutions fortes pour mener des politiques publiques fortes. Et ces institutions ont déjà failli depuis très longtemps. Il faut se dire les choses aussi. Aujourd'hui, quand un jeune a besoin d'une réponse concrète à un problème, comment je vais à l'école, comment je me forme, comment je vais travailler, ce jeune n'a pas les réponses. Très bien, tous les programmes qui ont été mis en place, c'est très bien.
Il y a eu des milliards investis. Alors moi, quand je suis effarée d'entendre les sommes, quand j'entends les sommes qui ont été greffées dans un certain nombre de programmes sans résultat, est-ce qu'il y a eu un suivi d'évaluation? Est-ce qu'il y a eu une capitalisation? Bon, on capitalise quelque chose qui a été peut-être positif, mais voilà, il n'y a pas eu un travail de fond sur ces sujets-là, et je pense que aussi c'est parce que les institutions déjà se sont effritées avant même la politique publique. Bon, donc ça c'est un sujet. Deuxième élément, la formation. Pour moi, la formation des jeunes, aujourd'hui il faut former, il faut miser et investir sur le capital humain. Tant qu'on n'a pas bien formé les jeunes, on n'arrivera pas à régler un certain nombre de sujets. Alors, quand je parle de formation, attention, entendez-moi bien, moi je fais partie, j'ai passé 20 ans en France, je suis rentrée il y a 1 an, je fais partie de ceux qui pensent que les solutions doivent être endogènes. On ne peut pas développer un pays en copiant des modèles. Les programmes, les politiques publiques sont des copies. Moi, j'ai travaillé pendant des années à l'Assemblée nationale française. Je vois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est des copies crachées de ce qu'il y a en France. Donc, ce n'est pas possible de continuer à développer un pays en tout cas, pas avec ce procédé-là. Ce n'est pas possible. C'est ça déjà la base de l'échec. Dernière chose, pour moi, la politisation des jeunes, c'est essentiel. Politiser les jeunes, aider les jeunes à se politiser, accompagner les jeunes à se politiser en les formant, en les outillant, ce n'est pas forcément leur demander d'aller dans des partis politiques. Se politiser. Aujourd'hui, je fais des formations sur le leadership citoyen. Il faut accompagner les jeunes à pouvoir agir au plus près de chez eux. Dans leur localité, que ça soit rural ou urbain, il faut que les jeunes, puissent être des jeunes qui interviennent au sein de leur communauté pour les impacter. Et c'est ça le début de la politisation. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais vers la gauche. Juste rapidement, très rapidement, c'est que l'immigration clandestine, c'est démocratisé. C'est le terme qu'on utilise. C'est démocratisé dans le sens où ce n'est plus en payant qu'on part. Pas forcément. Il y a des jeunes filles qui sont parties. Moi, je travaille beaucoup avec Carreuil-sur-Mer. Il y a des jeunes filles qui sont parties. Elles n'avaient pas un rond. Elles sont parties comme ça. Comme ça. On n'a pas besoin de payer maintenant. On en est là. C'est-à-dire que c'est tellement facile de partir maintenant qu'on n'a pas besoin de payer. Voilà. Il y a des piroguiers qui vont aider la jeune fille du coin, sa copine ou le copain. Donc, c'est très, très facile. En réalité, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont un contrat de résultat. Ils te disent, tu vas, après 3 mois et autres, tu payes. Donc, il y a une possibilité de ne pas payer avant de partir et de payer une fois qu'on est bien installé et qu'on a trouvé de l'emploi. Alors, donc on comprend par là que nous sommes dans un monde complexe, d'interdépendance complexe, le terme qui est consacré dans les théories des relations internationales. Et effectivement, et avant de répondre à ta question, je tiens à quand même rétablir les propos qui ont été tenus ici. Nous, panélistes qui nous sommes exprimés aujourd'hui, nous ne sommes pas insérés dans un conflit de génération ou dans un nihilisme absolu en voulant prétendre qu'il n'y a jamais rien eu dans ce pays en tant que politique publique. Je discute beaucoup avec mon père qui était dans l'extrême gauche, Mom Sereo, etc. Donc je suis un peu socialisé sur cet aspect-là et on a failli m'appeler Dimitri pour la petite histoire. Donc c'est vraiment pour vous dire. Donc quand on parle de politiser les jeunes, moi je parle de dépolitiser les jeunes. Pourquoi je dis dépolitiser les jeunes ? Parce que pour moi, la politique, elle commence à la base. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une initiative individuelle. Et moi, je réfléchis à mon impact au sein de ma famille, mais au sein de mon quartier. D'abord, avant de penser parti politique. Dans les partis politiques, moi, j'ai fait l'expérience des partis politiques, dont un ex-parti. Les partis politiques chez les jeunes, pour les jeunes, dans un parti politique, la plupart du temps, c'est la chair à canon. C'est la caisse à outils, tout faire. Les femmes, le corps des femmes est utilisé dans la politique, ça il faut le dire aussi. Donc ne soyons pas de grands rêveurs ou totalement déconnectés. Il y a des réalités dans ce pays. Moi je parle de dépolitiser les jeunes dans le sens où il faut les former.
il faut les, entre guillemets, capacités, les accompagner à décrypter ce monde qui s'offre à nous, qui est très complexe, et accompagner ces jeunes-là. Je ne parle pas d'un jeune parce que moi je ne pense pas qu'il y a un prototype de jeune uniforme, un prototype d'une histoire africaine ou d'une histoire sénégalaise. Je ne crois pas à ces éléments-là. Je crois qu'il y a des diversités et des complexités. Donc il y a des jeunes. Et accompagner les jeunes, chacun dans son contexte, à s'émanciper. C'est ça en quoi je crois. Ça, c'est une première chose. Et pour répondre à ta question, comment, concernant les narratifs, pour moi, un narratif se construit avec plusieurs éléments. Se construit avec l'art, se construit avec le cinéma, d'accord, se construit avec la production littéraire, artistique et culturelle. Et donc, dans ce secteur-là, il y a un travail immense à faire pour promouvoir ces individualités-là, ces collectifs de jeunes artistes sénégalais qui ont une production artistique et culturelle qui est très intéressante, qui mériterait qu'on les déploie, qu'on les montre. En commençant mon propos tout à l'heure, je me suis dit, je m'insurgeais du fait qu'on soit à la maison de la presse quand même et qu'on a très peu de médias présents ici pour couvrir cette discussion intéressante sur des perspectives intéressantes pour le Sénégal. Donc, il y a une pluralité d'acteurs qui doivent agir de concert pour promouvoir ce nouveau narratif-là qui doit être supporté, produit par ces acteurs culturels, ces littéraires. Voilà. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et nous n'avons pas donné ici un discours qui occulte le numérique et tout ce qui s'y fait de prodigieux. Les jeunes Sénégalais aujourd'hui sont extrêmement qualifiés, pointus dans ce domaine-là. J'en connais une pléthore, je discute avec eux chaque jour et je sais qu'il y a de la matière et nous ne serons pas absents. D'ici quelques années, nous ne serons pas absents dans le concert des nations concernant le numérique et tous les progrès qui s'y déroulent. On a lancé notre satellite. Il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites. Merci. Bon, moi, je vais rester toujours dans ma logique. Parce que moi, je pense que ce qui nous arrive ici, c'est qu'on est dans un désordre institutionnel. Et ce désordre institutionnel-là, on l'a vu depuis les années 2000. Ce n'est pas parce que je suis un produit du Parti socialiste que je le dis, et je ne suis pas aussi nostalgique, mais je pense que c'était mieux avant. C'était mieux avant parce qu'on a dit qu'il n'y a plus de rêves. Parce qu'il n'y a plus de gens qui nous font rêver. Regardez nos politiciens, regardez nos médias, regardez nos journalistes. Ça veut dire regardez notre élite en tant que telle. Je ne globalise pas, mais ceux qui ont la visibilité. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a des institutions qui empêchent d'autres institutions de se déployer. On a vu, chaque année, on crée des institutions. Concernant les jeunes, on a créé DER, FONGIP, tout ça. Et tout ça, c'est des désordres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des innovations. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein? Les trucs de Heundaoui, c'est combien de milliards? Est-ce qu'il y a une étude sérieuse qui a été faite pour montrer que ces milliards sont sortis ou pas? Ça, c'était il n'y a même pas 2 ans. Moi, j'ai fait une étude avec Lex sur ça. C'était en 2021. Mais aussi, il n'y a pas d'évaluation de nos politiques publiques. Pour revenir, je pense que la question de la jeunesse, il ne faut pas l'isoler des autres questions. Elle est au cœur de la gouvernance. Quand vous voyez le plan Sénégal émergent, là où on a mis la gouvernance, c'est dans l'axe 3, au niveau de l'axe 3. Ça veut dire que ces politiques-là, ils ne donnent même pas aucune importance à la question de la gouvernance. Ce qui est là, on voit de la croissance, on voit de l'argent, on voit des milliards, mais on voit ça où? On n'est pas dans une économie réelle, on est dans la spéculation. Et les numériques là dont vous parlez, ça va dans cette logique-là. Qui en bénéficie? Est-ce qu'on a réfléchi à voir comment développer un numérique local? Les réseaux sociaux dont nous parlons, ça ne nous intéresse plus, parce que ça ne nous parle plus. Ça, on voit Facebook, après ça disparaît, on voit TikTok, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je pense que c'était mieux avant, nous on a grandi avec des trucs comme Encarta. C'était mieux. Là-bas on travaillait, c'était nos dictionnaires, il y avait beaucoup de choses. Je ne suis pas nostalgique, mais je pense que l'idée de l'innovation à tout coup, il faut repenser l'idée du progrès. Parce que le progrès, il y a une philosophie derrière et ce n'est pas seulement de l'économique. Parce que l'économique, c'est de la politique réellement. Et moi, quand je parle parfois, je dis que je suis philosophe, c'est parce que je ne suis pas un philosophe de la morale. Pour moi, c'est la philosophie qui pense la politique. C'est seulement la philosophie qui pense réellement la politique. Et ces débats
d'idées-là, il faut les mettre au cœur des débats politiques. Et ça, je pense que dans ce pays-là, nous avons peur de penser. Même quand tu oses penser, on te pense comme un pédant. Mais il faut revenir la penser au cœur de la cité. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bigué, d'abord de nous avoir interpellés sur ce que nous sommes en train de faire au quotidien pour la jeunesse sénégalaise, notamment. Est-ce que ça parle à la jeunesse? En réalité, il y a une parfaite déconnexion entre ce que nous faisons, ce que nous concevons, les réflexions que nous posons avec justement la cible en tant que telle. Et ça, c'est une réalité. Et justement, pour te réconforter dans ce sens, nous l'avons compris. En créant le débat numérique national de la jeunesse, on a décidé de ne faire aucun débat en français. Tous les débats, c'est en Wolof. On a essayé de réunir le maximum de Sénégalais, de la diaspora, les Sénégalais formels, informels et autres, tous les mettre ensemble pour travailler sur l'avenir que nous voulons. Parce que la démarche de prospective, il faut qu'on peut l'intégrer qu'en faisant une réflexion introspective très profonde d'abord. Et pour cela, c'est la cible qu'il faut mettre autour de la table. Et tout à l'heure, dans mon intervention de base, je parlais d'abord de jeunesse comme objet. Et le thème, c'est le Sénégal de demain. Jeunesse comme acteur du Sénégal de demain. Donc il faut changer de dynamique, de passer de objet à être acteur. Et pour pouvoir être acteur, il faut travailler à être autour de la table pour pouvoir décider. Et aujourd'hui, je pense que nous devons mobiliser nos efforts parce qu'on a beau produire. Je pense que les productions de l'ex et beaucoup d'acteurs ici, d'organisations, sont extrêmement importants. Mais si ce que nous produisons ne vient pas à l'oreille d'un décideur qui est sensible à cela, ben, on ne va pas l'appliquer. C'est pour ça que nous ne sommes pas un think tank, nous sommes un do tank. Moi, personnellement, vous l'avez dit tantôt sur les réflexions sur les politiques qui sont passées autres. Écoutez, monsieur, le nom c'est comment déjà? Monsieur Diop, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas aujourd'hui penser aujourd'hui sans penser demain, c'est vrai, mais nous l'avons fait. Ce n'est pas la peine de le faire ici parce que nous avons travaillé sur l'ensemble des stratégies, en tout cas la plupart des stratégies qui sont destinées aux jeunes ici. Que ce soit aujourd'hui sur la stratégie de l'intelligence artificielle qui vient d'être faite, que ce soit sur les politiques de l'emploi, que ce soit sur le programme national de l'éducation à la citoyenneté. On a fait des propositions. On a été dans des programmes collaboratifs pour vraiment faire en sorte que les aspirations que nous avons collectées auprès des jeunes puissent être prises en compte dans les démarches. Et on continue de faire le plaidoyer. Ce matin, j'étais avec d'autres jeunes qui aujourd'hui font, c'est des jeunes comme nous, hein, qui au moins font presque 1 milliard de chiffre d'affaires parce que moi je suis dans l'accompagnement. Je travaille pour des organisations et j'accompagne des jeunes entrepreneurs et autres. Et je vous dis juste qu'il y a des gens qui font. Maintenant, le problème qu'on doit régler ici, c'est quoi? Ce n'est plus ces réflexions et autres. C'est comment est-ce qu'on hack le système. Parce que le système a été pris en otage par des gens qui ne sont pas là pour servir le pays en réalité. Et donc, si nous voulons changer de paradigme, il faut qu'on mène un excellent plaidoyer. Et le plaidoyer, ça commence par où? C'est d'abord l'ensemble des acteurs sensibles à la cause puissent se réunir. Et c'est au niveau de tous les plans, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau politique. Travailler ensemble avec une même démarche cohérente et se dire, donner des objectifs. La mobilisation de ressources est au cœur de tout cela. Parce que tous les programmes, toutes ces personnes qui se sont positionnées aujourd'hui et qui nous prennent en otage, c'est des gens qui se sont positionnés avec des ressources bien déterminées et qui viennent quelque part. Et d'ailleurs, quand ils sont ici, ils mènent les politiques et des programmes de quelques-uns. Donc il faut aujourd'hui qu'on travaille à mobiliser des ressources endogènes qui puissent effectivement soutenir nos propres programmes. Regardez ce que l'ex fait en termes de programmes, en termes d'outils. Mais à chaque fois, l'ex est obligé d'aller faire recours à d'autres organisations qui ne sont pas sénégalaises. Et parfois, pour même pouvoir vivre, et même d'autres organisations, nos organisations ici sont obligées de s'ajuster sur des programmes qui existent. Pourtant, ce n'est pas la vision qui manque à l'ex. Hein. J'ai déjà discuté avec Eliman sur sa vision de l'Afrique, qui est très claire. Et je peux en citer énormément, mais qui portent des organisations. Mais à un moment donné, ils sont obligés de travailler avec les partenaires de développement sur des axes stratégiques qu'ils ont déjà définis. Et nous, on s'aligne. Donc ça, c'est un travail qui nous revient à nous-mêmes, d'abord, pour travailler. Et pour finir là où j'ai commencé, ce travail que nous voulons faire ne peut pas se faire avec des élites quelque part et des jeunes d'autre part. Et d'ailleurs, l'échec des politiques qui ont été mises en place ici au Sénégal, c'est ça. C'est qu'on a toujours réfléchi à la place de ces jeunes.
Et quand on parle de consultation, moi j'ai participé à énormément de processus de consultation. Moi je suis spécialiste de l'intelligence collective, j'accompagne. Mais en réalité, je vais dans un atelier participatif, on me demande mon avis. Dans ce qui a été élaboré pour prendre mon avis, je sais ce qui va sortir. Alors que quand tu parles d'intelligence collective, tu appelles la personne pour pouvoir diagnostiquer ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Quelles préoccupations? Mais si aujourd'hui tu m'appelles, tu me dis, ok, je t'invite à un atelier participatif de l'ex ou du débat ou du ministère tel, je veux qu'on discute sur ça pour trouver des réponses. Alors que toi, dans la trame de conception du schéma que tu as fait, tu sais qu'on est obligé de choisir par A ou par B. Est-ce que ça c'est participatif? Donc ça, ce n'est pas l'inclusion. L'inclusion, c'est arriver à travailler de sorte que les gens auxquels tu t'adresses, s'ils n'ont pas la capacité de comprendre les problématiques, que tu puisses trouver des alternatives pour qu'ils puissent comprendre. Parce que l'idée, en réalité, c'est quoi? C'est que dans la conception des politiques publiques, qu'on se dise quel est le vrai problème. Il faut identifier les vrais problèmes et les causes profondes de ces problèmes. Maintenant, dans solutionnant ces problèmes, on intègre là-bas des experts qui vont venir. Parce que parfois, les gens peuvent avoir des problèmes sans pour autant savoir les vraies solutions en tant que telles. Mais si aujourd'hui, tu mets l'expertise en amont, tu leur orientes quelque part, finalement, tu vas être erroné. Et c'est ça le problème du plan Sénégal émergent. Et bien énormément de plans. Je pense que notre devoir et notre responsabilité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se donner la main. Au-delà de toutes les initiatives et de travailler pour l'Afrique que nous voulons pour les 60 prochaines années. Et de se dire comment on positionne aujourd'hui Khalil, comment on positionne Baïlo, comment on positionne Moussa, comment... Ouais, voilà. Comment on positionne Maïmouna. C'est comme ça. On positionne des gens. Et sur tous les secteurs, on fait de l'influence pour que ces gens-là puissent se positionner pour changer la donne. Mais sinon, on sera là. On va parler, revendiquer, faire des plaidoiries, mais on ne va rien changer. Merci. Merci beaucoup, chers panélistes.